Bonjour à tous pour ce webinaire, effectivement intitulé Harcèlement sexuel et sexisme au travail, se protéger et agir. Rapidement, je me présente, sachant que je reviendrai un petit peu sur la question. Qui suis-je? Je suis une coach. Une coach et une formatrice qui s'est spécialisée dans les soft skills, donc les fameuses compétences douces, et plus précisément dans l'efficacité relationnelle et comportementale, et notamment la gestion des relations compliquées, difficiles, à fort enjeu. Donc vous comprendrez un petit peu plus tout à l'heure pourquoi je m'intéresse aussi bien à ces questions. Alors, plutôt que de me lancer, j'aime bien donner un petit peu de structure. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va s'agir de faire une petite exploration sur justement les raisons d'être de ce webinaire et puis surtout de vous donner, comme d'habitude, des repères, des pistes de solutions, notamment dans ce cadre-là pour mieux se protéger et se défendre contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Alors, l'exploration en 5 points. D'abord le why, pourquoi cette thématique? Pourquoi également effectivement ce choix par rapport à moi, ma pratique? Bien évidemment, on va définir, j'allais dire, les fondamentaux, hein, de quoi parle-t-on, donc quelques définitions qui seront pratiques pour que chacun, effectivement, puisse voir de quoi il s'agit avec les petites nuances qui s'imposent. Et puis surtout, on va aller sur des ressources ou des solutions. Et là, vous verrez que le propos, c'est de donner des ressources ou des solutions à la fois externes, mais aussi internes. Et enfin, on terminera par cette phase de conclusion qui comportera une petite partie questions, bien évidemment aussi. Alors, pour commencer, pourquoi cette thématique? Pourquoi cette thématique? Déjà, moi, en tant qu'intervenante, déjà parce que ma spécialité, c'est justement la relation, et notamment la relation quand elle se passe mal, quand elle n'est ni fluide, ni agréable, ni facile. Je me suis spécialisée depuis 10 ans sur les relations difficiles, compliquées, à fort enjeu, et notamment ce qui s'appelle les violences externes. J'ai commencé par la relation client avec effectivement la prévention de tout ce qui est de l'ordre des violences verbales, mais aussi parfois, j'allais dire, physiques, de tout ce qui est de l'ordre des menaces et tout ce qui est de l'ordre aussi des incivilités. Ça m'a amené à travailler également sur la relation collaborateur, hein, et donc à former également des managers. Et tout ça, ça s'inscrit finalement dans une démarche de RPS, puisque stress, violence interne, violence externe, on est toujours dans la même thématique. Et donc, je suis allée aussi sur les violences internes. Et donc, depuis quelques années, je travaille avec des CSE et ça m'a amené aussi à intervenir sur cette fameuse formation pour les référents harcèlement sexuel et agissement sexiste. Mais pourquoi cette thématique avec un angle qui est plus centré sur les salariés? C'est vrai que en matière de prévention, on s'intéresse souvent à la prévention primaire, donc ce qui est l'ordre du travail de l'employeur et du CSE, hein, sur l'organisation. On s'intéresse beaucoup à la tertiaire aussi, qui est là, la gestion des crises avec les signalements, etc. Et moi, ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est plutôt la prévention secondaire, c'est-à-dire la formation, la sensibilisation et effectivement, la formation et la sensibilisation qu'on peut avoir en tant que salarié et qu'on peut trouver également en tant que salarié pour être mieux armé et avoir des réponses quand on se trouve face à des situations problématiques. Voilà, alors évidemment, tout ça, ça s'inscrit dans un contexte que vous connaissez, puisque depuis 2017, enfin, on a mis le doigt sur des situations effectivement qui étaient liées au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Évidemment, c'était à travers tout le travail de MeToo, l'affaire Weinstein, on a vu que dans le monde professionnel, bon, plus le cinéma, vous me direz, mais en tous les cas, ça a mis au jour un problème, j'allais dire, qui est plus de l'ordre du systémique, puisque évidemment, toutes les personnes en situation de travail sont susceptibles de faire ou de subir des faits de harcèlement sexuel ou de agissement sexiste. Donc la bonne nouvelle, c'est que maintenant, le camp de la honte a changé. Évidemment, ça a ouvert des nouvelles perspectives puisque longtemps, on n'osait pas signaler, on n'osait pas s'exprimer, on n'osait pas dire ce que on était en train de subir. Voilà, donc le contexte, il est aussi, j'allais dire, statistique. Des études ont été faites, donc il y a énormément de statistiques sur le sujet. Moi, je retiens, j'allais dire, deux chiffres qui me semblent vraiment intéressants, même si, évidemment, là, on fait une focale, 32% des femmes en France ont déjà subi du harcèlement sexuel ou une agression sexuelle au travail, une source IFOP. Mais j'allais dire, le harcèlement sexuel, évidemment, là, on sort du genre, hein, puisque les hommes sont concernés. Et
malheureusement, là, quand on parlait du camp de la honte a changé, bah, justement, les hommes peuvent subir encore plus la honte et la culpabilité et moins s'exprimer. Donc, les statistiques, j'allais dire, sont juste un éclairage, mais effectivement, elles sont peut-être plus importantes. En tous les cas, intéressant aussi d'avoir une vue un peu plus mondiale, hein, et j'aime bien, j'allais dire, l'étude de l'ONG CARE, hein, qui donne quand même des informations intéressantes. Un homme sur quatre estime que le harcèlement sexuel au travail est acceptable. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de croyances, de mentalité, on a encore pas mal de travail à faire. Alors, ceci étant dit, évidemment, le pourquoi aussi, bah, c'est les impacts et les enjeux, hein. J'ai déjà parlé de RPS, puisque le harcèlement sexuel, comme le harcèlement moral, on est dans les violences internes de l'entreprise. Évidemment, ça fait partie des RPS parce que ça impacte la santé mentale et physique des salariés. Et donc là, le propos, c'est vraiment de faire un gros stop sur les violences et éviter bah, tous les impacts pour la santé parce que, vous le savez, hein, les victimes, bah, j'allais dire, sont touchées. Elles peuvent souffrir d'anxiété, elles peuvent souffrir de problèmes de santé, de sommeil, d'état effectivement dépressif, être dans un schéma où effectivement bah, le travail n'est plus un espace de sécurité. On part au travail la boule au ventre et avec les conséquences évidemment pour la santé que ça représente. En même temps, ça représente aussi des conséquences négatives pour l'entreprise, mais bon là, le propos il sera plutôt axé sur les salariés. Alors maintenant, le quoi. De quoi parle-t-on? C'est quand même intéressant, effectivement, de savoir qu'est-ce qu'on met derrière les mots, puisque le savoir, c'est le pouvoir. Et c'est d'autant plus vrai que moi, je le rencontre dans ma pratique. Il y a énormément, effectivement, d'informations qui circulent, qui ne sont pas toujours très claires. Et surtout, bah, il y a aussi une survivance de pratiques qui font que, on a du mal à identifier ce qui peut relever effectivement d'un fait de harcèlement sexuel ou autre. Donc, je m'inspire pour cette petite capsule de sensibilisation sur les outils de l'INRS, hein. Si vous êtes effectivement au CSE, vous connaissez bien les kits qui sont extrêmement utiles, qui sont mis à disposition pardon, des employeurs et que les CSE peuvent exploiter. Là, une image vaut mille mots. Le harcèlement sexuel, effectivement, bah, c'est tout simplement des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés, portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante. Évidemment, quand il y a harcèlement sexuel, on n'est pas dans le consentement. On n'est pas dans l'accord, on n'est pas dans la demande, et ça a un impact sur le plan émotionnel. Et c'est pour ça que ce texte est très intéressant, puisqu'il permet de voir aussi une situation. Hein. Waouh, t'es encore plus sexy aujourd'hui. Et là, vous voyez bien dans le visuel que le non-verbal de notre interlocutrice n'est pas dans la joie. C'est je n'en peux plus, c'est presque tous les jours comme ça, donc elle est vraiment dans subir. Et c'est en cela que la notion de consentement est au cœur du sujet, puisque effectivement, quand il n'y a pas consentement, il y a violence, et c'est pour ça que ça porte atteinte à la dignité ou créer une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc, c'est pas seulement les compliments, c'est aussi dans le non-verbal, dans le verbal, c'est toutes les blagues sur l'intimité, c'est tout ce qui est de l'ordre, effectivement, j'allais dire, de l'intime, qui fait que ça n'a pas lieu normalement dans l'entreprise, mais que malheureusement, ça peut être pratiqué, d'où l'intérêt de savoir de quoi il s'agit. On a vu le harcèlement sexuel, il y a deux niveaux. Le deuxième niveau, c'est la pression grave, même non répétée, donc là, une seule fois suffit, dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. Donc là, le petit exemple, tu me rejoins dans ma chambre d'hôtel ce soir et on parle de ta promotion, c'est bah, typiquement, tu couches et tu as la promotion. Donc là, on est vraiment dans l'abus de pouvoir, c'est pour ça qu'une seule fois suffit. On est vraiment dans le chantage sexuel. Ça rappelle effectivement le droit de cuissage, j'allais dire dans les entreprises du 19e siècle hein, pour les ouvrières, mais bon, ça se situe à tout niveau. Et là, c'est effectivement du chantage pour la promotion, pour avoir des meilleures conditions de travail, pour avoir une prime, enfin bon. Et vous avez compris qu'on est dans l'abus de pouvoir. Voilà, donc ça, c'est les deux niveaux de harcèlement sexuel. Le deuxième point sur lequel, effectivement, il est intéressant d'avoir là encore des éléments de
compréhension, bah, c'est les agissements sexistes. Qu'est-ce qu'on entend par agissement sexiste? Et là, c'est vraiment tout ce qui est lié au sexe de la personne. Donc, même topo, on retrouve cette notion de subir, hein, qui porte atteinte à sa dignité ou crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Donc là encore, la personne vous impose et il ne s'agit pas du tout de drague ou de séduction. On est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement, j'allais dire, invasif. Tu vas pas fléchir quand même, t'es pas une gonzesse. Donc toutes ces petites, effectivement, réflexions qui bah, touchent à la personne, à son sexe, et qui sont rabaissantes et dévalorisantes. Donc bah, les histoires de blondes, enfin bon, les agissements sexistes, j'allais dire, on en a pléthore. Avec effectivement bah, des conséquences qui peuvent être aussi liées aux stéréotypes, évidemment, et à la discrimination liée au sexe, évidemment. Un autre point qui est très intéressant à connaître, hein, qui fait toujours partie de l'écosystème, hein, harcèlement sexuel, harcèlement sexiste, hein, bah, c'est les injures sexistes. Et là encore, on est sur des comportements ou des paroles, donc une parole, un écrit adressé à une personne dans l'intention de la blesser ou de l'offenser en raison de son identité de genre ou de son orientation sexuelle. Donc salope, sale pédé, pétasse, c'est très parlant. Et là encore, on voit effectivement les atteintes à la personne et l'impact, et j'allais dire, les effets sur les émotions et aussi évidemment sur tout ce qui va être de l'ordre de la confiance en soi et de l'estime de soi. On termine dans la présentation des notions clés avec, dernier point, la notion d'agression sexuelle. Et oui, il y a un crescendo dans la violence sexuelle, et là encore, le législateur est très clair et définit le périmètre. Il s'agit cette fois de contact avec violence, hein, contrainte, menace ou surprise, avec une partie du corps dite sexuelle. Et là, effectivement, c'est très clair. La bouche, donc voler un baiser, la poitrine, l'exemple d'ailleurs avec le visuel, le sexe, évidemment, les fesses, hein, rappelez-vous, les mains aux fesses, hein, on rigole, telle ou telle personne est très tactile, il a tendance à mettre la main aux fesses à ses collègues, eh bien, on est déjà dans l'agression sexuelle, hein. De la même manière, évidemment, toucher les cuisses, on voit que effectivement c'est assez bien précisé et c'est pour ça que bah, savoir, c'est pouvoir, hein, et ça permet de qualifier et donc de voir dans quel type de agissement sexiste on se trouve. Voilà donc agression sexuelle et puis ben, on termine malheureusement par le maximum en termes de violence, hein. Là, il s'agit du viol et le viol, bah, c'est un crime, hein. Et cette fois-ci, effectivement, il s'agit de pénétration, donc tout acte de pénétration sexuelle, hein, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital subi par violence, contrainte, menace ou surprise. Donc là, effectivement, on est sur quelque chose d'extrêmement grave. Et vous l'avez vu, le périmètre est assez complet. Alors, maintenant que c'est plus précis sur de quoi s'agit-il, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de se dire que faire, hein, puisqu'il s'agit de transgression et effectivement, bah, si on les laisse passer, j'allais dire, les personnes qui sont concernées seront dans l'impunité et les victimes ne seront pas protégées. Alors évidemment, il y a le législateur hein, qui a prévu, et heureusement, et le premier schéma, c'est de s'appuyer sur les textes, sur le juridique, sur le cadre légal. Et il est très clair, hein, les propos ou comportements à connotation sexuelle non désirés et répétés. Aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel constitués par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétée qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il est clair que si ça ne dérange pas une personne, il n'y a pas de harcèlement sexuel. Donc ça, c'est le premier niveau, hein. Et puis le deuxième, on l'a vu tout à l'heure, hein. Effectivement, le schéma numéro 2, c'est la pression grave, donc l'abus d'autorité, hein, dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. Donc là, il s'appelle harcèlement sexuel assimilé. Et donc, même topo, aucun salarié ne doit subir des faits
assimilé au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Voilà, donc les textes sont très clairs, ils permettent effectivement de caractériser, ils permettent effectivement de se référer à quelque chose qui est de l'ordre de preuves et d'éléments concordants, d'éléments clairs, hein, et qui sont intéressants puisque ça permet déjà à la victime de se dire, ah, attention, je ne me fais pas des films. Ce qui était peut-être acceptable à une époque ne l'est plus et je peux effectivement me baser là-dessus pour faire stop. Et c'est en cela que, effectivement, ça s'ajoute la partie intéressante, c'est la partie solution. Puisque, effectivement, moi, je le vois dans ma pratique, beaucoup de personnes se sentent impuissantes et j'allais dire, en attente de solutions. Donc, les solutions, il y en a un certain nombre, et c'est ce qu'on va regarder, puisque, effectivement, le propos, c'est d'être vraiment dans quelque chose de pratico-pratique pour pouvoir agir et réagir et non plus subir, hein, puisque vous l'avez bien compris, hein, le propos, c'est d'être en capacité de se protéger et de se défendre. Alors, les solutions, il y en a un certain nombre, mais c'est vrai qu'elles passent par la libération de la parole. Et d'ailleurs, MeToo, en cela, a eu un effet très positif, puisque bah, on le voit bien, maintenant que la parole se libère, ça a permis de mettre au jour énormément euh, j'allais dire, problématique et ça a donné aussi des autorisations aux personnes présumées victimes ou victimes de se manifester. Donc, oser en parler, c'est très important parce que si on ne libère pas la parole, hein, si effectivement les personnes ont peur des représailles, et je vois bien que c'est souvent le cas, ou des réactions des employeurs, hein, d'ailleurs parfois bah, le harcèlement est du fait de l'employeur, hein, ou tout simplement du jugement des collègues, puisque bah, dans certaines entreprises, il y a une certaine culture qui peut être assez sexualisée, etc. Donc, peut avoir effectivement des conséquences négatives, le regard des autres, mais attends, on était en train de rigoler, c'est pas très grave. Donc en fait, oser en parler, c'est pas si simple parce qu'il peut y avoir des conséquences en interne, mais aussi des conséquences pour son image et même son avenir professionnel. Et ça, c'est plus embêtant puisque je le vois même si effectivement il y a toute une cohorte de possibilités, avec notamment les signalements, etc. On n'y reviendra pas. Bah, parfois, ça joue contre les victimes et ça peut même impacter leur avenir. Donc, en tous les cas, en parler, c'est nécessaire. Et ce qui va être important, c'est de savoir à qui en parler pour se sentir suffisamment en confiance, en sécurité, puisqu'on est quand même sur des sujets extrêmement sensibles, on est dans quelque chose de l'ordre de l'intime et avec bah, les enjeux que l'on vient d'évoquer. Alors, le schéma classique, effectivement, c'est pas garder pour soi. Moi, je vois que je rencontre des personnes qui ont mis 2 ans avant de parler de situation de harcèlement, avec les conséquences pour leur santé, évidemment, qui vont avec. Mais en tous les cas, il y a plusieurs solutions. Déjà, les solutions, bah, déjà aller vers des personnes en qui on a confiance. En premier lieu, évidemment, l'employeur via le service RH. Évidemment avec son manager, puisque le manager est susceptible et normalement a été formé à la prévention des risques psychosociaux, donc il est là effectivement pour prendre soin de son équipe. À défaut, puisque je vois que parfois bah, l'employeur n'écoute pas, n'est pas, j'allais dire, suffisamment en ouverture par rapport aux réclamations des salariés, voire même les managers, et bien ce qui est très bien, c'est que maintenant il y a un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, donc une personne qui est dédiée. Donc évidemment le référent de l'employeur, puisque pour les entreprises de plus de 250 salariés, maintenant c'est obligatoire, mais évidemment aussi, et c'est en cela que c'est vraiment une alternative intéressante, le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste du CSE, puisque désormais, effectivement, il y a une personne désignée j'allais dire, formée en la matière. Voilà, donc évidemment aussi, je n'oublie pas les collègues, parce que les collègues ont un rôle de soutien très important, et notamment, parfois, bah, on n'ose pas s'exprimer avec, j'allais dire, les autres interlocuteurs, et c'est en commençant à discuter avec des collègues que eux vont donner des bons conseils, ou vont même commencer d'ailleurs à être partie prenante du processus pour aider à se protéger et se défendre. Les organisations syndicales, bien évidemment, d'autant plus qu'elles peuvent même être partie prenante, hein, et qu'elles sont équipées aussi au niveau, j'allais dire, expertise juridique avec des avocats. La médecine du travail, bien évidemment, le service de santé, bien évidemment, ça peut d'ailleurs être la première solution aussi quand la santé est impactée
Souvent, il s'agit d'orienter vers, évidemment, les professionnels. L'inspection du travail, et notamment quand ça se passe mal et que le harcèlement vient de la direction. Le défenseur des droits qui est un peu moins connu, mais qui est vraiment très intéressant aussi pour ces notions, et notamment pour le sexisme, tout ce qui est discrimination, stéréotypes, etc. Un avocat, bien évidemment aussi. Parfois, c'est grâce à recours à un avocat que je vois que des présumées victimes vont finalement aller dénoncer auprès du CSE et faire avancer les choses. Des associations dédiées aussi, on parle beaucoup de l'association contre les violences faites aux femmes au travail. L'AVFT a beaucoup de ressources, hein, et parfois c'est la première ressource et déjà c'est aidant pour certaines victimes. Quand je dis victime, je pense homme-femme, hein, je ne suis pas dans un schéma genré, hein, puisque vous le savez, finalement tout le monde est susceptible de subir des faits de harcèlement sexuel et agissement sexiste, même s'il y a quand même une majorité au niveau féminin. Voilà, et puis de la même manière, il peut y avoir aussi des aides avec violences faites aux femmes, les fameuses lignes d'urgence. Alors, signaler pour sanctionner et remédier rapidement, évidemment, l'employeur peut sanctionner avec, j'allais dire, selon les cas, hein, ça va d'un simple avertissement à une mise à pied, une mutation ou alors un licenciement. Ça, c'est pour la partie, effectivement, employeur. Et évidemment, sur le plan pénal, hein, si la victime souhaite, j'allais dire, aller en justice, et cette fois-ci, ça concerne le harceleur ou la harceleuse présumée, évidemment, il y a des sanctions à la clé, comme 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Et quand c'est aggravé, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc, c'est sérieux. Et évidemment, pour l'entreprise, n'oublions pas que s'il y a manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail, hein, l'entreprise peut être attaquée au prud'homme, hein. Ça permet aussi de voir que finalement, il y a pas mal de solutions et possibilités, évidemment, de signaler. Donc, le signalement, on vient d'en parler. Je ne parle pas du signalement et l'enquête interne, mais évidemment, elle est concernée par les décisions de l'employeur. S'il y a eu enquête interne, c'est là qu'il peut faire avertissement, etc. Alors, moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer et d'aller sur justement cette question de que faire pour prévenir ces violences et mieux se défendre avec vos ressources à vous en tant que salarié, parce que plus on fait de la prévention, moins on aura justement à faire des enquêtes et à aller sur du contentieux. Et donc là, c'est au niveau de chacun qu'il est intéressant de développer sa défendabilité. Et c'est vrai que ces dernières années, effectivement, la démarche est d'être de plus en plus proactive ou proactif et d'aller dans un sens où finalement on se positionne plus clairement et ça évite du harcèlement. Alors, développer sa défendabilité, ça veut dire quoi? En fait, c'est tout simple. La défendabilité, c'est ce qui fait que on vous sentira moins vulnérable, de la même manière qu'une maison qui est, j'allais dire, susceptible d'être volée, les voleurs s'intéressent aux maisons qui sont moins défendues, c'est-à-dire il n'y a pas de système d'alarme, ils vont toujours s'attaquer aux maisons qui sont moins protégées. Eh bien, c'est pareil avec les gens. C'est vrai que du coup, la défendabilité, c'est sortir un peu des carcans des stéréotypes féminins. Les femmes sont gentilles, sont polies, ne vont pas effectivement avoir des comportements agressifs. Et donc, développer sa défendabilité, c'est tout simplement de penser à soi et défendre effectivement ses intérêts et défendre son intégrité physique, mentale. Et en cela, j'invite toujours mes stagiaires à réfléchir à si je suis très polie, est-ce que je vais pouvoir faire un stop quand il y aura des tentatives de harcèlement ou autre? Donc là, le schéma, c'est de revenir à un schéma moins genré, justement, moins lié à une image stéréotypée. On a le droit, effectivement, de riposter, on a le droit de réagir, on a le droit, effectivement, de ne pas se considérer comme une victime potentielle et donc d'être dans une certaine passivité. Donc, stop à la culpabilité ou l'impuissance active, stop aux pensées limitantes. Une femme ne s'énerve pas parce qu'on va la prendre pour une hystérique, etc. De la même manière, la défendabilité, c'est être capable d'avoir une conscience de son environnement, conscience aussi de ses besoins. Et c'est pour ça que ça passe par la conscience de soi. Est-ce que ça me convient ou ça ne me convient pas?
Effectivement, plus on est conscient de nos limites, bah, plus on va pouvoir poser des limites. Donc la conscience de soi, bah, c'est un travail d'introspection qui est utile parce que c'est souvent par surprise, effectivement, que les femmes ou les personnes susceptibles d'être victimes sont victimes, justement. Et plus on a cette connaissance de soi et de ses droits, bah, plus on sera en capacité euh, de se positionner. Important aussi d'être dans la conscience de l'autre et de la situation. Je dis toujours, bah, plus vous observez votre environnement, plus vous êtes conscient aussi de votre environnement, plus vous serez en capacité de vous défendre au bon moment. C'est vrai que souvent dans les entreprises, on me dit, tiens, on sait que telle personne est plutôt tactile, qu'il aime bien toucher les personnes. Bah, quand on le sait, ça permet de pouvoir se dire, est-ce que ça me convient ou pas, et de se positionner. Donc la défendabilité, c'est pas seulement de la conscience de soi et de l'autre, c'est aussi de l'expression de soi et de l'action. Ça veut dire qu'on a le droit de se manifester et de dire bah ça c'est OK, ça c'est pas OK. Et j'ai le droit de respecter du coup mes besoins, ma dignité, ma personne. De la même manière, hein, en termes effectivement de solutions, bah, le meilleur moyen d'être conscient de soi, c'est de revenir à ses émotions. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, bah, il y a des habitudes, on fait beaucoup de blagues glauques, hein, et je leur parle de leur ressenti. Et toi, les blagues glauques, les propos vraiment lourds, hein, comment tu te sens quand tu entends ça? Est-ce que c'est OK ou pas? Et c'est là que écouter ses émotions, c'est important parce que bah, si on est dans une émotion agréable comme la joie, ça veut dire que pas de souci. En revanche, si on écoute nos émotions et qu'on sent que quelque chose, effectivement, ne va pas, on se sent mal à l'aise, on a des ressentis corporels qui sont pas très agréables, le cardiaque qui s'emballe, on commence effectivement à avoir des petites manifestations émotionnelles. Bah, c'est intéressant à écouter parce que si c'est de la peur, c'est un ressenti qui n'est pas anodin. Ça veut dire que là, on se sent plus en sécurité et ça veut dire qu'effectivement, on peut être susceptible d'être dans des situations de violence et notamment de harcèlement ou autre. De la même manière, quand on est en colère, ça veut dire que là encore, des frontières ont été, j'allais dire, dépassées et qu'on n'est pas dans un schéma consentant. Donc les émotions sont très utiles, hein, d'autant plus que bah, si on les écoute pas, on ne pourra pas les entendre et les transformer en action. Et on risque du coup de ne pas gérer nos émotions, mais d'être géré par elles. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir, bah, est-ce que je me sens dans quel ressenti? Est-ce que je suis carrément dans j'ai envie de me battre, il faut que je fuis, ou je suis carrément tétanisée. Et ça, c'est important parce qu'on le voit très très bien. Euh, les victimes, et notamment d'agressions, bah, sont en mode freeze, hein. Ça veut dire qu'elles sont pétrifiées, elles peuvent plus rien faire, hein. Et c'est parce qu'elles peuvent plus rien faire, justement, qu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences particulièrement graves pour leur santé, etc. Et en même temps, ça a été très, très bien étudié. Désormais, on sait que, effectivement, la sidération fait qu'on ne pourra pas dire non, on ne pourra pas s'opposer. Et les juges le savent, puisque maintenant, le silence vaut non-consentement. Donc, très important d'écouter ses émotions pour être présent et pouvoir effectivement agir. Et parce que ce qui ressort aussi dans l'évaluation de l'environnement, bah, plus on est conscient, plus on pourra prendre des dispositions. Attention à mettre mal à l'aise, hein, et donc en tenir compte, c'est important pour se dire, tiens, est-ce que je me sens en sécurité ou pas? Et donc pour s'alarmer. Là même la réputation des collègues, je vois très bien dans la pratique, souvent, et même ça peut durer des années, il y avait déjà des signaux, il y avait déjà des rumeurs, il y avait déjà des éléments qui montraient que certaines personnes étaient susceptibles, effectivement, de passer de l'autre côté, effectivement, de la barrière. Et puis toutes ces petites transgressions répétées, bah, tout ça, c'est des signaux, et c'est vrai que si on ne fait pas un vrai coup d'arrêt à la première transgression, elle risque de se perpétuer et même de monter en puissance. De la même manière, des signaux très intéressants, c'est le contexte de l'entreprise. Il y a vraiment des entreprises où il y a un climat sexualisé ou sexuel. Et là, attention, signal d'alarme, il faut quand même être vigilant. Évidemment, il y a aussi des conditions à risque, et vous le savez très bien, bah, quand il y a du travail de nuit, quand il y a des populations à risque, c'est encore des signaux qui sont importants à avoir. Alors, pour sortir de la position passive, hein, justement, ben moi j'aime bien donner des éléments sur la communication parce que c'est le bouclier, j'allais dire, relationnel et savoir-dire qui va être capital. Et là encore, en termes de conscience de soi, ben, il est important de savoir dans quel type de comportement on est.
Si effectivement on est plutôt dans la passivité, ça veut dire que bah, on dissimule ce qu'on pense, qu'on ressent, ce qu'on souhaite et on est replié sur soi, on risque pas de signaler des faits de harcèlement sexuel ou autre, hein. Et on risque d'être une belle, j'allais dire, opportunité pour des personnes qui auraient envie effectivement de prendre le pouvoir et d'imposer, j'allais dire, leurs désirs sur une personne. Effectivement, le fait d'apprendre à s'affirmer est très important parce que bah, dans les quatre attitudes de communication, on voit bien que selon les profils, bah, il y aura plus ou moins de risques. Le profil agressif qui est très franc sur ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce qu'il ressent, et tout à fait dans le repli sur soi, bah, il va dominer par la force. Et typiquement, dans les profils qui peuvent être harceleurs, on retrouve des profils agressifs. De la même manière, les profils manipulateurs qui dissimulent ses vraies intentions, mais en même temps est dans une ouverture au dialogue pour tirer des informations, pour effectivement les exploiter contre sa victime, bah, peut être là encore typiquement un profil de harceleur. Donc la conscience de soi, ça passe aussi par effectivement le profilage de ses interlocuteurs et le profilage de soi, parce que bah, typiquement la passivité, c'est ce qui a assuré la pérennité et j'allais dire l'impunité de beaucoup de harceleurs. Et c'est pour ça que moi je forme énormément à l'assertivité, qui est une posture où on est franc sur ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on souhaite, hein, et on exprime ce que l'on sent, ce que l'on souhaite et ce qu'on le ressent, tout en étant capable d'ailleurs d'entendre ce que souhaite et ce que ressent et ce que dit l'autre, mais tout ça, j'allais dire, de manière respectueuse de ses besoins et de l'autre. Et c'est pour ça que ça permet justement de recadrer des comportements à risque et sans les risques justement bah, de se faire agresser parce qu'on le dit de manière authentique, mais aussi positive et constructive. Et c'est pour ça qu'en termes de prévention, c'est une attitude qui est extrêmement utile. Voilà, et donc elle permet notamment bah, de dire stop, hein, sans peur ni culpabilité, et puis d'écouter ses émotions au tout début où les situations à risque peuvent se présenter pour les manifester. Donc bah, cette posture, elle permet de poser ses limites sans délai, hein, puisqu'il ne s'agit pas d'attendre d'avoir subi les agissements répétés et j'allais dire très impactants sur sur le plan émotionnel de ces harceleurs présumés, mais il s'agit vraiment de poser un cadre très clair dès le départ qui va permettre de se prémunir et puis en même temps de donner de l'information aussi à ses interlocuteurs parce que ne l'oubliez pas, il y a plein de harceleurs présumés qui n'ont pas du tout conscience d'être justement dans des comportements à risque et d'avoir effectivement des comportements qui sont illicites, hein. Pour plein de gens, le harcèlement sexuel, le fait que ce soit illicite, que ce soit sanctionnable, que ce soit effectivement quelque chose qui ressort du périmètre légal, leur semble complètement, j'allais dire, étonnant ou surprenant. Donc, apprendre à dire stop, bah, c'est hyper important et c'est vrai que la formation ou les formations à l'assertivité, je le vois très bien dans les entreprises, permettent de créer un climat systémique où il est clair pour tout le monde qu'on a le droit d'exprimer ses besoins et ses droits. On n'est pas là pour subir, hein, et on peut agir par le bouclier relationnel et le savoir-dire. Donc, poser ses limites, le propos, c'est de le faire sans délai à la première transgression pour arrêter la mécanique de harcèlement. Et donc, le simple fait, effectivement, de dire les choses, bah, je constate que vos mains sont sur mes cuisses, arrêtez, ça permet effectivement de cadrer. Ou encore, ce type de propos n'a pas sa place en contexte professionnel. J'ai beaucoup de salariés qui ont pris cette phrase et qui l'utilisent. Fonctionne très bien aussi pour mettre un stop et rappeler que, attention, je me défends, je ne suis pas une victime, je connais mes droits et je peux même les faire valoir si la personne effectivement ne s'arrête pas là. Le harcèlement sexuel est illégal. Alors, c'est vrai que dans les entreprises où c'est très clair, c'est très aidant. Moi, je vois qu'il y a des sociétés, il y a une vraie volonté de la direction de porter ce message. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus facile, effectivement, pour les salariés de le rappeler de manière factuelle, hein. Il s'agit effectivement de ne pas attaquer la personne au risque de se faire attaquer également, mais de préciser et de se positionner pour que, effectivement, elle puisse s'arrêter. Voilà, et puis bah, dans les cas où la personne est vraiment insistante, ne pas hésiter à être un petit peu plus clair sur le message et montrer qu'on connaît bien ses droits,
savez-vous que ce que vous venez de me dire est sanctionné par la loi et passible de 30 000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement? Dans certains cas, ça va faire un effet tout à fait intéressant parce que là, la personne, effectivement, va se dire, elle se défend, donc j'arrête là, je risque d'avoir effectivement des problèmes. Donc, vous voyez, cette notion de défendabilité, ça prouve qu'on a notre leadership et qu'on peut effectivement l'exploiter. Et pour cela, effectivement, la conscience de soi, de son environnement, du cadre légal et aussi cette capacité à oser s'exprimer, à sortir des clichés est extrêmement importante. De la même manière, s'exprimer clairement, ça passe aussi par, j'allais dire, les trois canaux de communication. Alors c'est vrai que souvent, je l'entends, mais t'as rien dit, pourquoi t'as rien dit? On n'est pas du tout dans ce schéma-là. En tous les cas, ce qui est important à avoir en tête, c'est que si on est vraiment dans le préventif, eh bien, plus on sera clair dans notre communication, plus on évitera justement les situations. Donc, le ton donne le ton, hein, la manière de s'exprimer. C'est vrai que si on dit non, monsieur, laissez-moi, on risque pas d'avoir le même impact que si on dit non, monsieur, laissez-moi. De la même manière, si j'allais dire, il y a congruence entre ce que l'on dit et comment on le dit, le message risque d'être plus entendu. Et c'est pour ça que moi j'aime bien rappeler qu'on a le non-verbal aussi qui est à disposition et qui est très intéressant, et tout simplement ce geste. Stop. Souvent, les victimes sont pétrifiées, elles sont dans le freeze, évidemment, donc elles ne peuvent plus rien faire. Et c'est pour ça qu'avoir conscience de tout ça en amont, ça permet aussi de, effectivement, être plus en capacité de se positionner clairement avec le regard, hein. Je regarde bien la personne en face, elle voit que je suis déterminée, que j'ai une vraie intention. Et de la même manière, la congruence, c'est faire en sorte que tout soit aligné et du coup, le message risque d'être mieux perçu et compris. Alors, je vous ai mis ce visuel qui est tiré d'un film que j'ai trouvé très intéressant, qui montre justement une situation là, de harcèlement de niveau 2 d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'un employeur, hein, qui exerce une pression grave pour obtenir effectivement un acte sexuel, et il est très insistant. Et donc, vous voyez, elle a les jambes croisées, elle a la main, en revanche, elle baisse le regard. Et c'est vrai que le plus, j'allais dire que la congruence, donc plus le non-verbal, le vocal et le verbal sont, j'allais dire, alignés, plus l'impact, effectivement, sera fort. Et en même temps, évidemment, ça ne marche pas toujours et c'est pour ça que, effectivement, il y a d'autres solutions, heureusement. En tous les cas, cette notion de être tonique, avoir une attitude de défendabilité, c'est extrêmement important. On le voit dans le harcèlement de rue. À qui s'attaquent, j'allais dire, les harceleurs? C'est pas aux personnes qui sont droites, avec les épaules basses, avec une position bien ancrée au sol, qui regardent leur environnement, qui ont un regard confiant. C'est souvent les personnes qui sont un petit peu en train de raser les murs, qui sont moins toniques et qui sont donc plus susceptibles, effectivement, d'être harcelés, au même titre que je disais avec les maisons qui sont moins protégées. Donc, vous voyez, le bouclier physique est important, le bouclier émotionnel est important, hein. Plus on écoute ses émotions, plus on est capable d'être dans l'action. Le bouclier relationnel est important puisque si on pose ses limites et qu'on a les mots pour le dire et le savoir-être qui convient, ça réduit considérablement les risques et effectivement, ça donne plus aussi de confiance en soi. Et vous le savez, effectivement, les harceleurs vont plutôt vers des personnes en potentielle vulnérabilité. En tous les cas, elle les choisit souvent sur ces critères, même si ce n'est pas toujours le cas néanmoins. Alors moi, ce que je propose et ce que je trouve très intéressant, c'est d'être vraiment dans une démarche d'entraide, hein, parce que dans une entreprise, on n'est pas tout seul, il y a aussi les salariés et les collègues. Pour renforcer votre confiance en vous et votre légitimité, il y a deux schémas. Un, j'ai le droit de me défendre, et deux, je peux même aider mes collègues à se défendre. N'oubliez pas que nous avons, tant que salariés, une obligation de sécurité aussi à l'égard de nos collègues. On l'oublie parfois. Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé, de sa sécurité, ainsi que celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Et c'est pour ça que je trouve toujours intéressant de dire que, effectivement,
même sans être au CSE, quand on voit que une collègue qui était très pimpante, maintenant s'habille qu'en noir, qui était très joyeuse, maintenant s'isole, quelqu'un qui était plutôt positif devient un peu agressif, bah, rien n'empêche effectivement à chacun de prendre soin de soi, mais aussi des autres, et de venir un petit peu à la pêche à l'information en disant, tiens, j'ai l'impression que tu es moins joyeuse que d'habitude. Est-ce que il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que tu veux en parler? Et c'est là que, effectivement, vous pouvez être un pourvoyeur aussi de solutions et surtout de soutien, puisque à défaut de solutions, déjà le simple fait de dire, bah, écoute, ça arrive, moi-même ça m'est arrivé, ou il y a des solutions pour ça, et je peux même t'aider ou t'orienter, comme le ferait, j'allais dire, le référent enseignement sexuel, etc. Ça peut être aussi tout simplement un premier point pour déjà se sentir plus soutenu et plus en capacité d'aller signaler auprès des personnes qualifiées. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi. On peut être témoin, hein, rappelez-vous, dans les enquêtes, il y a des témoins, ceux qui ont vu, ceux qui ont entendu, ceux qui ont vu et entendu. Et donc, bah, même avant d'être dans le schéma de contentieux ou tout simplement d'enquête interne, on a notre part en tant qu'humain pour prendre soin de soi, mais aussi prendre soin des autres. Ce que j'aime bien donner aussi comme élément, et c'est très intéressant, c'est toujours effectivement en s'inspirant aussi d'autres périmètres et d'autres cas de figure. Le harcèlement, on en parle énormément. Il y a le harcèlement sexuel, il y a le harcèlement scolaire, il y a le harcèlement mental, il y a le harcèlement de rue. Donc, ça donne énormément de pistes pour encore trouver des solutions. Et personnellement, moi, je m'intéresse beaucoup aussi au harcèlement de rue, puisque bah, ce qui est valable pour le harcèlement de rue peut tout à fait être transférable au harcèlement dans l'entreprise. Et ce qu'on voit, c'est que là encore, on peut s'aider et puis on peut aussi aider les autres victimes potentielles. Alors, en la matière, j'ai vu que euh, la, la fondation, euh, comment elle s'appelle déjà, la fondation enfin, pour des femmes, hein, et avec L'Oréal, avec la fondation L'Oréal, s'est inspirée d'une expérience américaine et a créé une formation qui s'appelle Stand Up contre le harcèlement de rue, qui donne énormément de pistes intéressantes et exploitables pour, dans l'entreprise, en tant que collègue, être en capacité de prévenir justement toutes ces situations et arrêter la mécanique au tout début, ou du moins au moment où elle se passe, pour éviter bah, d'aller justement sur des procédures longues, sur des procédures qui de toute façon seront coûteuses pour les victimes, notamment au niveau psychique, mais au niveau temps également énergétique et autres. C'est ce qui s'appelle le système 5D. Et donc ces formations 5D, elles sont très intéressantes parce qu'elles mettent en avant que bah, plus on est dans l'aide, plus on réduit les risques pour la personne. Et les 5D, c'est 5 démarches qui permettent de casser la mécanique. Sachant que 4 d'entre elles sont pas très coûteuses puisqu'elles sont indirectes. Et donc là, de la même manière, moi, ce que je préconise, c'est d'utiliser le 5D dans les entreprises. Le premier D, c'est distraire. Ça veut dire casser la mécanique à travers une interruption de la situation à risque par une diversion. Typiquement, euh, quand on voit une collègue qui se fait harceler, bah, on peut aller vers elle pour dire: Hé, Sophie, tu viens, on est en réunion là, il est temps qu'on y aille. Et hop, ça l'extrait de la zone de risque. Donc, c'est une manière qui est très, j'allais dire, facile à mettre en place et qui en même temps bah, évite la montée en puissance et le risque. De la même manière, le dé de déléguer est très important et il fait directement allusion à des solutions que je vous ai évidemment présentées. C'est le fait de demander de l'aide. On n'est pas tout seul dans une entreprise. L'entreprise doit être un lieu, j'allais dire, de sécurité. Et typiquement, bah, quand on se sent en insécurité, on peut demander de l'aide à un collègue, à une collègue, et qui, lui, peut éventuellement intervenir, parce que moi, je vois très bien, et dans le cas, effectivement, du harcèlement de rue, le simple fait de dire: Vous, monsieur Anvers, est-ce que vous pouvez m'aider? Cette personne est en train de m'importuner. Et bien, de la même manière, dans l'entreprise, on peut demander effectivement à son manager ou même à des personnes de confiance de nous aider et ça peut mettre tout de suite effectivement le cran d'arrêt. Documenter, ça fait beaucoup plus lien à ce que vous connaissez, notamment pour ceux qui sont référents à agissements sexuels et
harcèlement sexuel, pardon, et agissement sexiste, c'est toute preuve qui va permettre effectivement de donner des moyens de caractériser les faits. Ça peut dire, ça peut être un mail, ça peut être, j'allais dire, des courriers, ça peut être des, des témoignages, ça peut être énormément de preuves, hein. Mais là, de la même manière, effectivement, le simple fait de pouvoir documenter, ça va donner des moyens pour arrêter, s'il le faut, la mécanique et de dire, attends, j'ai regardé ton mail, là, tu es strictement en dehors du cadre et tu es susceptible, effectivement, d'être sanctionné pour des faits de harcèlement sexuel. Donc ça, très important aussi. Parfois, ça peut être prendre en vidéo aussi tout simplement une situation. Moi, j'ai rencontré une salariée qui était vraiment dans une situation terrible puisque un de ses collègues venait dans son bureau et lui faisait une exhibition sexuelle. Le simple fait de pouvoir le photographier aurait pu lui permettre d'avoir effectivement un document. Évidemment, elle était terrorisée, donc elle ne pouvait pas le faire. Mais si quelqu'un avait pu entrer et le faire, ça aurait été très utile pour elle. Voilà, donc diriger, là, c'est dénoncer les faits. Ça veut dire que je suis capable de dire non, monsieur, ou non, monsieur le manager. Là, effectivement, je monte immédiatement à la DRH si vous continuez à m'importuner avec vos blagues sexistes et vos propos obscènes. Et de la même manière, il y a le dé de dialoguer avec les victimes qui ramène encore à cette possibilité d'être un soutien pour les autres. Quand on voit que quelqu'un va mal, on peut être là effectivement tout simplement pour lui demander comment ça va, de quoi tu as besoin, est-ce que je peux t'aider, tout simplement. Et cette ouverture à la parole, ce fait d'être dans l'empathie, peut aider la personne effectivement à sortir de l'isolement et à décider de réagir pour effectivement euh, aller sur quelque chose de plus de l'ordre de la remédiation à la situation ou du moins de l'arrêt à la situation. Alors, je, Marie, il nous reste juste un peu plus de 10 minutes pour info. alors voilà, justement, j'allais dire, je termine. Merci de me le dire, Agathe, parce que tu sais bien que je peux partir sur le sujet indéfiniment, et c'est pour ça que c'est très bien. Autre élément pour, là encore, à son niveau, avoir encore un périmètre d'action possible, c'est tout simplement le self-défense. Le self-défense physique, et pour avoir justement intégré des groupes de self-défense, ça m'a permis de voir que là, on a vraiment encore au niveau individuel des vraies solutions pour apprendre à réagir et à agir plutôt que subir. Et le simple fait d'être formé effectivement à la posture, de la tonicité, de la défendabilité et même à des gestes en cas justement là d'agression, hein. Effectivement, quelqu'un qui veut effectivement vous étrangler ou autre, permet de se sentir nettement plus fort et en capacité de se défendre et a un impact tout à fait positif sur la confiance en soi et l'estime de soi, puisque là, effectivement, on a carrément des clés pour être en capacité d'agir de manière circonstanciée. Donc, je préconise aussi, là encore, et ça fait d'ailleurs l'objet de formations d'entreprise, hein, de faire appel à des sociétés spécialisées pour l'instruction au self-défense hein, physique, hein, défensif. Hein. Je donne effectivement toujours quelques références. Moi, j'ai testé, par exemple, l'EDI Système Défense qui, en quelques heures, permet à toutes les femmes de retrouver du leadership, de la confiance et d'avoir des gestes d'urgence qui vont tout de suite l'amener à sortir de la posture de victime possible et présumée et passive à quelque chose de plus actif et réactif qui a un impact très positif sur justement leur capacité à se défendre. De la même manière, j'aime bien donner les références aussi de Garance. Garance, c'est une association de self-défense féministe qui est très intéressante puisqu'elle donne beaucoup de clés sur effectivement, là encore, la capacité à dire non. Et d'ailleurs, je vous invite à lire le livre Non, c'est non, qui rappelle bien que pour certains esprits, non, non, c'est un oui qui se cache, alors que non, c'est un vrai non. Et maintenant, effectivement, plus on est en capacité de le dire, plus c'est clair, même si, de toute façon, pour le juge, ne rien dire vaut non-consentement. Voilà, donc je termine effectivement avec ça. Et donc, vous le voyez, il y a beaucoup plus de solutions qu'on l'imagine. Évidemment, il y a les solutions de l'employeur et du référence
harcèlement sexuel, agissement sexiste. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tout salarié, finalement, peut développer sa défendabilité et avoir une action possible pour prévenir, puisque moi, ce qui m'intéresse, effectivement, là, dans le cas présent, c'est d'être plus dans la prévention que dans la curation, puisque le coût, effectivement, psychique et autres est nettement plus conséquent quand, malheureusement, les faits ont été avérés et doivent être sanctionnés. Voilà, j'ai fini. Agathe, je Merci t'écoute ou beaucoup, je Marie, en t'écoute. tout cas, pour ton intervention qui était très intéressante. Nous avons déjà quelques questions. Euh, alors, la première question, c'est de Atterezi, pardon si je prononce mal. À quel moment pouvons-nous associer ce genre de blague à du second degré? Donc, je pense que ça devait être sur la première partie de ton intervention. Alors, c'est vous qui savez, c'est votre ressenti qui vous dira, de toute façon, j'allais dire, écoutez votre ressenti. Si c'est le sourire d'y pendu, oui, je rigole, mais ça ne me plaît pas, c'est que vous savez qu'on est déjà dans la zone, effectivement, à risque. Et si c'est répété, si c'est toujours à vous qu'on fait ces blagues, etc., vous avez maintenant les éléments, j'allais dire, du droit pour avoir des repères et être en capacité de vous situer, de vous positionner, pour dire, bah, ça, non, c'est inacceptable. Et d'ailleurs, c'est même illicite. Merci, Marie. Peut-être que tu peux revenir sur la slide 18, demander de l'aide à des personnes de confiance, puisque Muriel s'interroge du coup sur l'ordre à suivre. Alors, c'est intéressant ce qu'elle dit parce que l'ordre, justement, dans l'absolu, c'est vous qui allez le déterminer. Moi, je sais qu'il y a des salariés qui me disent, bah, je suis allée voir ma RH, ça a tout de suite fonctionné. Elle m'a pris, j'allais dire, elle m'a vraiment écouté. Du coup, on a pu aller vers une enquête. Il y a eu tout de suite une réaction de l'employeur. Enfin bon, il n'y a eu aucun souci. Alors que dans certains cas, j'ai des salariés qui me disent, alors attendez, la 18, du coup, je parle en même temps, je suis pas efficace. Euh, de la même manière, bon, dans ce cas, je vais laisser la slide. Bah, j'ai des salariés qui me disent, j'ai pas été entendu par le premier niveau qui, naturellement, pour moi, était mon DRH, ou du moins le service RH. Donc, du coup, je suis allée voir le CSE et heureusement que le CSE, lui, m'a entendu parce qu'autrement, effectivement, il n'y aurait pas eu signalement. Et c'est pour ça que c'est à chacun, je trouve, de déterminer, parce que pour certains, ça va être plutôt la médecine du travail, pour d'autres, ça va être plutôt un ami qui va avoir un effet, j'allais dire, d'impulsion et qui va aider après à aller vers les bonnes personnes. Il n'y a pas d'ordre dans l'absolu. Chacun, enfin, moi, je suis dans un schéma où chacun doit exercer son leadership parce que ben, on le sait très bien, c'est pas parce qu'on va voir le référent qu'on va lui dire oui, finalement, je veux que tu lances ce signalement. Et c'est toute la complexité et toute la difficulté justement de ces sujets, c'est que ben, il y a des personnes qui vont quand même sonner à la porte, mais finalement elles vont se rétracter en disant non, non, je veux pas que ce soit officiel, etc. Donc d'où l'intérêt d'avoir plusieurs angles pour se faire une vraie idée, pour connaître les impacts, pour connaître les enjeux, pour définir ce qu'on veut et le faire en connaissance de cause, parce que pour moi, j'allais dire, le consentement, il est capital et il ne s'agit pas de forcer quelqu'un en lui disant, mais c'est scandaleux et je vais lancer une enquête, etc., si la personne n'est pas d'accord. Voilà, moi, ce que je dirais par rapport à cette question-là. Merci, Marie. Je vais du coup rebondir sur ta réponse avec cette question, Oui. toujours de Atterezi. Si la question, entre parenthèses RH compris, veut rester aveugle à la situation vers qui se tourner. Donc je pense que tu as un peu répondu à la Alors, question avant. donc là, c'est si la partie RH reste aveugle, c'est bien ce que j'ai entendu ou pas? C'est ça? Exactement. Tout à fait. Et c'est là qu'il y a l'inspection du travail. Eh oui. C'est là qu'il y a le CSE, parce que le CSE, moi, dans certains cas, bah, grâce au CSE, il y a eu effectivement recours à un expert, il y a eu une enquête et on s'est rendu compte, ils se sont rendus compte, pardon, ils ont mis au jour bah, plusieurs cas effectivement de harcèlement sexuel et même moral, parce que parfois il y a les deux, et ça a permis effectivement de mettre au jour et d'obliger l'employeur cette fois-ci à mettre en place les mesures pour assurer la santé et la sécurité du personnel, et c'est ça qui a permis effectivement de changer la donne, alors qu'au départ, effectivement, la partie RH n'avait pas fait son job. Mais là encore, attention, hein, l'obligation, manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail, vous avez des moyens de alerter et de faire porter, j'allais dire, le message de manière un peu plus, là encore, affirmée. Et c'est pour ça que l'assertivité me semble intéressante, parce que bah, vous pouvez dire, attention, hein, si vous ne m'écoutez pas, moi je peux vous attaquer au prud'homme pour manquement à votre obligation de santé et de sécurité. Mais bon, l'essentiel, c'est d'être efficace et d'aller vers les bonnes personnes. Et vous le voyez très bien, ça peut être l'inspection du travail, parce que eux, c'est le rappel du cadre, ils peuvent même lancer des enquêtes.
ou ça peut être effectivement par un expert, hein, puisque plusieurs voies sont possibles. Merci pour ces précisions. Marie, nous avons également une question d'Alice qui souhaiterait un rappel des amendes et qui contactait hors sphère du travail. Alors, hors sphère du travail, elle peut contacter un avocat si elle veut, elle peut contacter les associations féminines, donc associations contre les violences faites aux femmes au travail. Elle le verra dans le webinaire, puisque tu mettras à disposition le replay, j'imagine. Exactement. Du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée, excuse-moi. Et donc, redis-moi la question, Agathe, s'il te plaît. Alors, rappel des amendes Ah oui, encourues les amendes, voilà, c'est ça, tout à fait. et qui contactait hors sphère du travail, c'était ça. Alors, les amendes, effectivement, en termes d'agression sexuelle, effectivement, il y a des peines et elles sont encore plus importantes que le harcèlement sexuel. En termes d'amendes, elle parle des amendes pour les agissements sexistes. Elle parle de quelle amende, en fait? Alors, j'ai pas plus de détails, c'était une question formulée lors de l'inscription. Euh, Euh, j'allais dire, tout ça, c'est précisé effectivement dans la formation pour le harcèlement, pour le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. Les amendes, j'allais dire, il y en a pour le harcèlement de rue de 90 euros à 750 euros. Pour l'outrage sexiste, il faudrait voir effectivement de quel type de cas et dans quel type de cas on se trouve. Mais en tous les cas, effectivement, c'est sanctionné par la loi et selon la matérialité des faits, il y a des amendes et il y a des peines d'emprisonnement, hein. Donc là, les amendes dont il s'agit, je crois que c'est les 30 000 euros pour le harcèlement sexuel et les 2 ans d'emprisonnement. Et en cas aggravé, je pense qu'elle parlait de la slide où c'est 45 000 euros, effectivement, et 3 ans d'emprisonnement. Donc tout ça, c'est précisé dans le slide, dans les slides. Merci Marie. T'en Nous avons une prie. question de Franck. Est-il préférable d'avoir deux référents de sexe différents pour mettre à l'aise la personne harcelée? En tout Ah, cas, j'aime mettre bien plus à cette l'aise. question. J'aime bien cette question parce que parfois, effectivement, je me rends compte qu'il n'y a qu'un seul référent et déjà, c'est très lourd parce que imaginez si vous avez 10 signalements, c'est quand même très lourd. Et c'est bien, effectivement, bah, soit il y a un duo avec le référent côté employeur. Mais cette question d'avoir deux genres est très bien parce que j'ai vu, moi, qu'il y avait des femmes qui refusaient de s'exprimer avec des hommes. Et dans les enquêtes, ce qu'on préconise souvent, bah, c'est de proposer d'être deux systématiquement. En plus, c'est plus pratique parce qu'il y en a un qui note et l'autre qui pose des questions. Et notamment d'avoir un homme et une femme. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est très bien si vous pouvez le faire. Et rien ne vous empêche d'avoir un adjoint référent, hein, notamment si vous arrivez d'ailleurs, ça peut être dans le règlement intérieur, d'ailleurs, ça peut être prévu. Mais en tous les cas, c'est très, très bien de proposer et d'avoir les deux schémas, puisque moi, j'ai eu beaucoup de retours où des référents femmes m'ont dit que finalement, elles se rendaient compte que pourquoi on les désignait elles plutôt, parce que manifestement, c'était un petit peu aidant. Alors, il n'y a pas de cas de figure dans l'absolu, mais j'aime beaucoup la question, je trouve que c'est une très bonne réflexion. Merci Oui. Marie. Nous avons également une question de Françoise. Donc, je pense que là, on va faire peut-être un petit rappel, mais pourquoi pas. Dans une Mmh. entreprise avec une majorité d'hommes, comment leur faire comprendre que le sexisme ordinaire met mal à l'aise les femmes? Eh bien, c'est par la communication très claire et c'est pour ça que l'assertivité, avec une communication à la fois avec le non-verbal, avec effectivement le verbal et le vocal, hein, c'est ça qui va permettre de faire entendre ces messages. C'est pas, ah, tu sais ce que tu me dis, ça frise le harcèlement sexuel, hein? Non, je le dis mais je le dis pas. Non, non, il faut être très clair, hein. Ça, c'est illicite, hein. Ce que tu fais, c'est du harcèlement sexuel. Donc, tu t'arrêtes ou alors moi, je te dénonce à la RH. Voilà, donc c'est que de la com. Et c'est pour ça que moi, j'insiste de beaucoup sur se former à l'assertivité parce que ça permet d'être respectueux de soi, ses besoins, tout en respectant l'autre, ses besoins. On n'est pas là pour attaquer les autres et leur dire, t'es un fichu harceleur et je vais te dénoncer. On est là pour juste dire, attention, la loi me protège, ça, je pose la limite et je t'invite à changer. Il ne s'agit pas de se mettre en révolution dans l'entreprise et que tout le monde, effectivement, prenne les autres pour des ennemis potentiels, hein. Au contraire. Donc, évidemment, moi qui ai travaillé beaucoup dans des environnements masculins, plus on est clair, moi je sais que j'étais très claire sur ces sujets-là, et du coup, ça s'arrêtait, hein. On savait qu'avec moi, il fallait pas être dans le glauque, et j'avais mis un stop très clair, et ça marchait très bien. Donc après, chacun fait à sa manière, mais en tous les cas, plus votre message est clair, plus vous avez des chances d'être entendu et comprise. Merci pour ce conseil, Marie. Juste pour
pour une petite précision, on Mhm. va bientôt arriver sur la fin du webinaire. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur l'onglet discussion. Comme ça, je vais pouvoir y aborder avant de clôturer le webinaire. Parce que là, pour l'instant, il me reste qu'une seule question à poser à Marie. Une question d'ailleurs très intéressante. J'aimerais savoir comment gérer une situation de drague au bureau assez unilatérale, pardon. Une fois un nom clair donné, la drague s'est arrêtée, mais les relations de collaboration sont devenues compliquées. Personne peu collaborative, rétention d'informations, etc. Comment signaler ce genre de comportement? Alors ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'effectivement, là, on n'est encore pas dans le consentement, hein. Alors la personne, elle vous le fait payer, hein. Donc on voit encore quel est le profil, hein. C'est nettement quelqu'un qui est effectivement soit dans l'agressivité, soit dans la manipulation. Alors après, c'est toujours pareil. Si cette fois-ci il s'agit, parce que d'ailleurs ça peut se transformer en harcèlement moral d'ailleurs, hein. C'est pour ça que j'allais dire c'est pas anodin. Mais s'il y a une vraie atteinte à la santé physique et psychique, si la personne effectivement ne se sent plus en sécurité et le voit comme du harcèlement moral, bah là on peut j'allais dire aller sur le signalement de harcèlement moral. Parce qu'il est clair que souvent, et je le constate moi par la pratique, des personnes qui étaient harcelées sexuellement, qui ont mis le haut là, bah, parfois ça se transforme en harcèlement moral. Donc voilà. Donc là encore, c'est le ressenti, c'est les émotions, et c'est pour ça que dès qu'il y a un ressenti de violence, il y a violence. Écoutez vos émotions. C'est elles qui vous donnent la direction pour après vous positionner et chercher à remédier. Ben, merci Marie. Je pense que sur ces précieux conseils, on va pouvoir clôturer le webinaire. Merci beaucoup Marie pour ton intervention riche en conseils, en outils pratiques. C'est pas facile aussi de trouver le bon comportement à adopter, les bonnes solutions justement quand on est face à ce genre de situation délicate. Donc merci beaucoup pour ton intervention. Un dernier mot pour toi Marie, peut-être? Bah, écoutez, je te remercie en tous les cas de me donner toujours la parole dans d'aussi bonnes conditions. En tous les cas, c'est vrai que moi, le message que j'aime délivrer, c'est que on a évidemment des droits et plus vous les connaissez, plus on est dans le savoir, plus on est dans le pouvoir. Donc, plus on est dans l'anticipation, c'est pour ça que je suis vraiment très orientée prévention. Plus vite on peut poser ses limites, plus on évitera les situations à risque. Et c'est vraiment très dommage d'entendre qu'il y a des contentieux à l'heure actuelle et des situations encore qui perdurent de violences et notamment sexuelles ou sexistes hein, dans les entreprises. Ben, merci Marie en tout Voilà. cas. Si Je vous petite remercie à précision, tous. je vais vous envoyer également le replay du webinaire. Comme ça, vous allez pouvoir revoir l'intervention de Marie en direct. Et si jamais il manque des informations ou si vous êtes arrivé un peu en retard. Mais merci beaucoup, Marie. Et puis, à Merci à très vous. Merci bientôt. à toi. Merci à vous tous. Au Au revoir. revoir, Agathe. Au revoir à tous.